On va poursuivre cette première partie du webinaire par les témoignages de trois CISP. Donc, je remercie déjà nos témoins pour leurs interventions et je vais passer la parole à Sonia Masson d'Alterform. Bonjour. Je suis formatrice chez Alterform, un centre d'insertion socio-professionnelle qui est actif depuis de nombreuses années dans le marché, dans la formation de personnes qu'on dit éloignées à l'emploi, avec un parcours complexe et aux problématiques diverses, aussi bien dans la vie sociale que dans la vie familiale. C'est un centre qui est installé depuis plus de 30 ans dans le bassin liégeois. Il est facile d'accès, que ce soit en train, en bus ou en voie rapide. Nos initiatives sont structurées dans la logique des CISP et de défis et permettent toujours à nos stagiaires de se situer dans leur parcours d'apprentissage en les aidant à s'orienter en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. Donc, nous avons plusieurs formations dans notre centre d'insertion. Nous avons d'abord une formation qualifiante d'aide-soignante. C'est un cursus de 18 mois qui est en partenariat avec un établissement de promotion sociale pour la validation des unités d'enseignement. C'est 2100 heures de formation, dont 712 heures de stage en extérieur dans des institutions, que ce soit des maisons de repos et de soins ou même en milieu hospitalier. Nous avons également une formation professionnalisante en ouvrier du gros œuvre, du bâtiment. Alors, il y a deux choix possibles. Donc, il y a d'abord le tronc commun qui est de 5 mois. Et puis, alors, il y a la spécialisation maçon qui est 5 mois, dont 1 mois de stage. Ou alors la spécialisation coffreur-ferrailleur qui est de 5 mois également et 1 mois de stage. Et enfin, nous effectuons aussi des formations professionnelles en découverte des métiers, en construction et en paramédical. Et ça, ce sont des appels à projets qui sont en partenariat avec le Forum. Voilà. Alors, nous travaillons beaucoup avec une roue, avec des compétences transversales, donc avec la roue RecTech. Je vous ai mis ici une roue simplifiée, mais j'ai une roue beaucoup plus détaillée, merci, je ne trouvais plus le mot, beaucoup plus détaillée que vous pourrez trouver sur le site. Donc, on part toujours des compétences transversales. Donc, comme l'a dit l'intervenant juste avant, il parlait justement de communiquer. Et vous voyez que tout ça, on la retrouve dans la roue RecTech. Donc, voilà. Alors, l'utilisation de cette roue permet à l'apprenant de se rendre compte qu'il possède déjà des compétences. Il faut savoir que bien souvent, les personnes éloignées de l'emploi qui arrivent chez nous dans les centres d'insertion socio-professionnelle pensent qu'ils n'ont aucune compétence. Ce n'est pas vrai. Personne ne part du niveau 0. Ces compétences peuvent être acquises soit dans l'informel, mais aussi dans le formel. Elles les mettent en valeur et ils se rendent compte, du coup, qu'ils savent arriver à quelque chose et qu'ils ont déjà quelque chose en eux. C'est une roue, ils s'évaluent personnellement et puis nous, les formateurs, on les évalue et puis après nous mettons en correspondance, excusez-moi, les deux roues et nous regardons, parfois ils s'évaluent, ah, toi tu te mets là, moi je te mets plus haut. Et parfois, lui se met plus haut et le formateur le met plus bas. Donc, on met bien les roues en parallèle pour leur prouver qu'ils ont des compétences. Cette roue peut être utilisée soit en formation, soit pour la vie privée. Il est important de faire comprendre aux candidats qu'on a tous des compétences et que le chiffre 0 n'existe pas. C'est très important pour leur motivation. Alors,
Nous sommes un centre d'insertion professionnelle donc où nous travaillons avec des adultes. C'est pour ça que nous pratiquons l'andragogie comme pédagogie. C'est une pédagogie active, adaptée à l'adulte. Il y a toujours une interaction entre l'apprenant et son formateur, aussi bien en théorie qu'en pratique. Nous réalisons de la pratique professionnelle régulièrement pour un meilleur apprentissage. Nous avons la chance d'avoir une salle de pratique très, très réaliste et adaptée à la pratique professionnelle, ce qui facilite énormément l'apprentissage du stagiaire. Les points forts de la formation sont une équipe pédagogique dynamique et en évolution permanente, des heures de théorie et de pratique en suffisance pour un apprentissage plus serein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 2000 heures de formation, donc nous avons le temps de les former et d'avoir de la remédiation s'il y a un problème. Voilà. Enfin, nous veillons à corriger aussi un maximum les gestes qui pourraient devenir inappropriés ou maltraitants. Lorsque l'apprenant arrive en stage, il arrive confiant et rassuré car il a des heures de pratique en suffisance. Les gestes ont été revus en salle de pratique. Il sait également qu'il a acquis en pratique les attentes de différents lieux de stage. Et après le stage, la roue est retravaillée afin de permettre au candidat de voir où il se trouve. Bien souvent, l'évolution se fait en stage. Donc, dans la roue, il se situait peut-être au premier palier et en fait, après le stage, il se rend compte qu'il s'était bien sous-estimé, qu'ils sont au deuxième, voire au troisième palier. Voilà. Je vous remercie. Je vais laisser place à Madame Arretti et à Monsieur Donneau. Merci beaucoup pour cette intervention et donc de nous avoir montré l'intérêt de l'usage de la rourette dans le quotidien des stagiaires. Donc, comme Sonia l'a dit, voilà la parole à Arretti et à Tony d'Archipel. Merci Annelle. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Ça nous fait très plaisir de venir vous expliquer comment on a pu faire évoluer et prendre le contre-pied de cette crise sanitaire qui n'a pas été évidente pour nos équipes et je pense dans tous les CISP de la région. Et donc ici, on va vous expliquer comment on a fait évoluer notre filière de formation, donc en particulier la filière MOVE. Donc, chez Archipel, nous avons une filière de formation en orientation qu'on a fait évoluer vers e-Move, maintenant on l'appelle comme ça, et comment on a pu développer auprès des stagiaires les compétences numériques. Donc, on a choisi de vous présenter 3 choses qu'on a retravaillées vraiment en profondeur. Donc, d'une part, les compétences numériques, les soft skills et tout ce qui est communication. Donc, peut-être d'abord, je vais vous présenter Archipel en quelques mots. Donc, Archipel, d'abord, est situé à Charleroi, donc juste en face de la gare de Marchienne-au-Pont, à Monceau-sur-Sambre, dans le bâtiment du pôle de reconversion. Donc, on a comme voisin la FINOC, le réseau, la MIREC, avec qui on travaille en partenariat. La structure est agréée en tant que CISP, enfin ISP avant, depuis 1997. On a aussi un agrément en tant que code placement. Ouais, je sais pas. Et on intervient via les appels à projets du Forum. Et donc, particulièrement au niveau du programme MOVE, on propose un accompagnement de 3 mois, 5 fois par an, où on va vraiment clarifier le projet professionnel du stagiaire, retravailler tout ce qui est confiance en soi et le rendre autonome par rapport à sa recherche. Donc, développer avec lui des outils performants de recherche d'emploi pour qu'il puisse se positionner clairement face à un employeur. Et donc, ça, c'était via le dernier agrément, donc les 3 objectifs vraiment de notre filière. Suite à la crise sanitaire, on s'est rendu compte que certaines compétences étaient vraiment à développer
pour permettre à nos apprenants d'avoir une position professionnelle face à l'employeur et de pouvoir se positionner au niveau du marché de l'emploi. Et donc voilà, on a communiqué donc essentiellement la communication, les outils numériques et les soft skills. Ah ben voilà. Donc, la première compétence que je vais un peu développer, c'est la communication. Et donc, au niveau d'Archipel, on aborde la communication au sens large, comme il est indiqué. Donc, ça veut dire quoi au sens large? Ça veut dire qu'on débute par sa définition au sens strict, mais qu'on va la décliner en termes de coopération, en travail de groupe, en collaboration, en équipe, jusqu'à aussi les notions d'affirmation de soi, qui est aussi une forme donc, de communication. Donc pendant les 3 mois d'accompagnement, on agite la communication à l'écrit, de manière orale, également donc, tout ce qui est non-verbal, donc l'attitude. Mais sur ces derniers mois, donc on alterne du présentiel et du distanciel. Donc là également, il y a une posture, une façon de communiquer qui est différente et donc qui demande également une capacité d'adaptation. Quand on dit distanciel, on dit téléphone, la communication téléphonique et également la visioconférence. Communication, c'est également face à une personne, face à un stagiaire, face à un intervenant, face à un employeur ou face à un groupe. Et donc par rapport à la communication qui est demandée lors d'une recherche d'emploi, j'ai relevé quelques phrases de stagiaires. Je vais d'abord vous les citer et puis je vais faire donc le lien avec le premier point qui est en dessous du texte bleu. Donc, personne ne nous l'apprend. Donc, ça, c'est par rapport à parler de soi. Personne ne nous l'apprend en phase de stagiaire. C'est normal, ça va de soi. Donc, parler de son projet, il y a énormément de raccourcis qui sont effectués par les stagiaires, dans le sens où il y a énormément de choses qui semblent normales et donc il n'est pas nécessaire de relever ou de communiquer à un employeur. Mais se valoriser, on nous a toujours dit de ne pas avoir la grosse tête, de ne pas avoir le gros cou. Donc voilà, c'est difficile de mettre en lumière ses compétences, ses capacités et de mettre en avant donc, ses compétences. Donc les manques au niveau de cette communication sont relevés régulièrement par les employeurs qu'on rencontre, que les stagiaires rencontrent également pendant l'accompagnement. Et donc, cette perception au niveau du marché de l'emploi, c'est plutôt une perception de manque d'intérêt, comme il est indiqué sur le dernier point, donc de manque de motivation, de manque de la préparation en fait, face à un entretien d'embauche. Et donc, tout cela, ça limite forcément l'impact de la candidature et donc l'arrivée sur le marché de l'emploi. Alors, même chose au niveau des soft skills, de manière plus globale, même si la communication en fait partie, on s'est rendu compte que les employeurs qui intégraient des stagiaires en stage, qui venaient chez Archipel pour rencontrer les stagiaires et parler du marché de l'emploi ou de leur secteur, étaient vraiment en demande de candidats avec une attitude, avec une capacité à s'intégrer dans les valeurs de leur entreprise et dans leur équipe, et que ça faisait clairement défaut, en tout cas que ça ne matchait pas, qu'il y avait quelque chose qui faisait que les deux parties ne se comprenaient pas, n'arrivaient pas à communiquer ensemble. Parce que quand on parle d'impréparation ou de démotivation, souvent on se rend compte que le stagiaire n'est pas forcément démotivé, mais que c'est souvent lié à des peurs, c'est lié à des problématiques diverses qui font que sa capacité à s'intégrer au sein d'un travail est compliquée. On a eu l'exemple il y a quelques semaines d'une stagiaire très impliquée au niveau de sa formation. Elle passe une simulation d'entretien d'embauche qui se passe bien. Et à la fin de l'entretien, que c'était une simulation, l'employeur lui propose un réel emploi. Et là, panique, il y a vraiment eu une grosse frayeur. Et elle m'a dit, mais je ne sais pas si je vais accepter, je vais réfléchir. Et donc, il y a eu une régression. On a travaillé avec elle, finalement, elle a accepté l'emploi. Et donc voilà, mais peut-être que si elle n'avait pas été
entourée par l'équipe pédagogique, ben, peut-être qu'elle aurait dit non et ça serait passé pour de la démotivation par rapport à l'employeur, alors que c'est clairement de la peur. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça. Les employeurs qui viennent nous disent moi, je veux une personne avec une attitude, une capacité à s'intégrer, plus que des compétences techniques. Les compétences techniques, je suis OK pour la former, passer par la formation à un moment d'apprentissage, mais les soft skills sont vraiment importants. Et donc, je ne sais pas si c'est laquelle, celle-là. Voilà, donc je vous ai mis quelques articles qui parlent de ça, donc vraiment cette nécessité au niveau du marché de l'emploi aujourd'hui pour nos publics d'avoir cette attitude si importante pour les employeurs. Alors, le troisième point, ce sont les compétences numériques. Comme il a déjà été dit à multiples reprises, mais le premier point, c'est le manque de matériel adapté, adéquat de nos publics par rapport à l'environnement numérique et digital. Puis il y a la méconnaissance des logiciels courants et ici, par rapport à notre accompagnement, par rapport à la recherche d'emploi, il y a voilà, des difficultés à rechercher de l'emploi, de rechercher des offres d'emploi, à rechercher de l'information, envoyer les candidatures et réaliser le suivi. Donc, mais comme Dimitri l'a souligné, le manque de compétences digitales limite l'insertion sociale et professionnelle. La norme devient de plus en plus élevée. Que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, mais même également quand on est à l'emploi. Donc la norme est de plus en plus élevée, il y a de plus en plus d'utilisation de plateformes. La porte d'entrée, comme il est indiqué sur la présentation, vers le marché de l'emploi est de plus en plus digitale, que ce soit au niveau candidature dite classique, mais aussi une porte d'entrée qui est le secteur de l'intérim, qui passe principalement par des applications ou des profils en ligne qui ne sont pas toujours évidents à compléter. Et donc après, en termes d'orientation, le digital s'introduit donc dans chaque métier, se greffe, on fait muter un peu chaque métier existant. Et donc, au niveau de l'orientation, quand on discute d'orientation professionnelle avec les stagiaires, mais on aborde vraiment l'axe de l'évolution, donc l'axe de la digitalisation et son impact sur le métier à court, moyen et long terme. Et je pense souvent à l'exemple du colleur d'affiches qui se retrouve maintenant face à des écrans LED. Mais voilà, c'est voir vraiment l'impact sur chaque métier à court, moyen, long terme, mutation, disparition et alors également de nouveaux métiers qui sont en perspective. Donc c'est vraiment un axe au niveau de l'orientation professionnelle qu'on aborde assez pleinement. Alors, au niveau des pédagogies qu'on utilise chez Archipel, donc par rapport à la communication, mais c'est clairement une formation interactive. Hein. On ne se positionne pas en tant que donneur de leçons ou détenteur de la vérité absolue. Donc, on travaille vraiment avec eux pour les amener à s'exprimer un maximum, donner leur avis, rechercher, restituer une information et surtout aller la chercher au bon endroit. Parce qu'ils viennent souvent avec des grandes vérités, on m'a dit que. Donc, l'idée, c'est où je vais chercher la bonne information et où je suis sûre de trouver la vraie information. Au fur et à mesure du module, on travaille avec des exercices de présentation, donc d'abord courts, puis de plus en plus longs et étoffés pour arriver vraiment à la préparation totale de la simulation d'entretien d'embauche. Donc, l'idée, c'est de les aider, de les encadrer avec des outils aussi visuels parce que la majorité des gens ont une mémoire visuelle mais ne l'utilisent pas forcément. Donc, on utilise tout ce qui est facilitation visuelle, mind mapping. On les aide à utiliser des schémas, des plans, parfois utiliser des dessins pour mieux s'exprimer, mieux structurer leurs pensées. Ça aide aussi pour les personnes qui ont des difficultés avec l'écrit.
parce que écrire un texte pour se présenter, c'est pas toujours évident et ça, ça enlève tout ce qui est spontanéité aussi au moment de la présentation. Alors, on va vers, l'objectif, c'est vraiment d'aller vers la simulation d'entretien filmé auprès de réels employeurs. Donc, pendant la crise Covid, on avait fait un pas en arrière. Donc, on était revenu vers des simulations d'entretien qui étaient réalisées dans nos services par nous. Et là, maintenant, on recommence à aller vers des employeurs en lien avec les projets professionnels des stagiaires. Donc, on recherche des secteurs d'activité en lien, on contacte les employeurs et puis ils réalisent l'exercice filmé et ils se voient après et on débriefe en individuel et en groupe avec eux de comment ils ont géré l'instant, le stress, leur non-verbal, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, les erreurs qu'ils ont faites. De manière transversale tout au long du module, on essaie d'adopter une attitude où on se base sur des techniques de développement du pouvoir d'agir. Donc, l'idée, c'est de rendre acteur le stagiaire, de ne pas faire les choses à sa place, de ne pas se positionner en sauveur, aussi de ne pas arriver avec des solutions toutes faites pour lui, même si c'est parfois dur, hein, et on est tous parfois un peu... on tombe un peu dans le panneau parce qu'on est motivé, on voit des choses pour le stagiaire, on est en attente, mais ce n'est pas forcément ce qu'il lui faut et ce qui est bon pour lui. Alors, au niveau des soft skills et donc des compétences comportementales, mais tout au long de l'accompagnement, nous appliquons des règles, des codes, une communication, des postures proches du cadre professionnel. L'objectif de l'accompagnement, c'est de faire émerger dans un contexte professionnel des compétences, un savoir-être professionnel. D'une part, on va mettre en lumière les capacités, tous les points plus, tous les points forts de l'attitude du stagiaire et en faire prendre conscience. Et dernier point, qu'il soit capable de le communiquer, de le mettre en valeur, comme on l'a dit sur le premier point au niveau de la communication. Et au niveau de ses limites, au niveau de ses freins, au niveau de ses points faibles, et de travailler ces points, de les transformer en opportunités d'amélioration via des challenges, des défis, des petits pas pour prendre conscience également que tout le monde est capable de s'améliorer et d'améliorer des comportements, des attitudes qui seraient profitables à chaque stagiaire. On utilise un outil, je pense qu'il est assez connu, c'est le tableau de Boudreau avec les 24 compétences comportementales clés. On l'utilise comment? Tout d'abord en termes de communication d'information, donc communiquer sur les 24 comportements clés, donc les identifier, donner un sens à chaque mot, donc les stagiaires comprennent ce que le terme veut dire et signifie, donc ce qui est attendu. Après, outiller le stagiaire, donc il ne suffit pas de donner la définition, mais les indicateurs, comment j'observe si j'ai cette compétence ou pas, donc quels sont les indicateurs qui me permettent de m'évaluer, et alors également les moyens, parce que des compétences comportementales agissent, se mobilisent dans un environnement, et donc quels sont les moyens dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser et mobiliser ces attitudes, ces comportements. Alors, au niveau des compétences numériques, on était assez novices avec l'arrivée de la crise sanitaire en 2020. Et puis, on s'est vite posé la question, quel type de plateforme on va utiliser. Donc, on en a essayé plusieurs. Notre choix s'est arrêté sur la plateforme Whereby. Je pense qu'on est pratiquement les seuls à utiliser cette plateforme-là. Je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien. En tout cas, c'était notre choix. C'est une plateforme qui nous semble facile, intuitive, à l'écoute aussi, dans le sens où, étant donné que c'est encore une petite PME, enfin c'est une PME,
Et donc, ils sont attentifs aussi à nos besoins. Donc, on leur envoie régulièrement des mails avec des demandes, des pistes d'amélioration. Et ils sont elles sont réactives parce que je pense qu'il y a que des femmes qui travaillent pour cette plateforme. Donc, on est allé aussi vers maintenant une hybridation de la formation. Donc, on va ici acheter une caméra pour proposer, nous faciliter la vie, mais on travaille déjà en hybride dans le sens où maintenant, il y a des stagiaires qui viennent chez Archipel et qui suivent chez Archipel la formation en visioconférence. Donc, voilà, c'est un joyeux mélange et voilà, c'est un melting pot d'un peu toutes les possibilités et des besoins de chacun. Donc, parfois, si un stagiaire doit rester chez lui ou n'a pas de Wi-Fi chez lui, il vient chez Archipel. Parfois, on fait des formations en présentiel, donc pas en visioconférence. Donc, ça dépend. Ça permet aussi d'apprendre à s'adapter, d'être toujours sur le qui-vive par rapport aux changements qu'il pourrait y avoir. Et donc, ça met du rythme dans la formation et quelque chose de positif. On a donné aussi, étant donné qu'on développait ces compétences-là, la possibilité aux stagiaires d'avoir accès à un matériel numérique de qualité. Donc, on prête le PC, ils repartent chez eux avec, casque, caméra, voilà, clé USB, etc. On a, en dehors de Whereby, recherché des outils pédagogiques qui peuvent nous aider et nous faciliter la vie dans le cadre de nos animations. Donc, on utilise Padlet, Slide. Il a fallu former l'équipe aussi parce qu'on n'était pas forcément tous au clair en termes de formation numérique. Et donc, il a fallu adapter nos animations, il a fallu tester. Voilà, on a fait le jeu de l'essai-erreur. Hein. Un module, ça marche, un module, ça ne marche pas. On s'adapte, on change, on transforme. Et donc, on a fait aussi des formations Google en ligne, qui sont gratuites. Il y a des formations aussi pour tout ce qui est réseaux sociaux. On s'est inscrit il y a quelques mois sur la plateforme 1, 2, 3 digits et on propose aussi aux stagiaires en début de formation de réaliser un test d'autopositionnement, donc test sur selfie, qui déjà nous permet d'avoir une idée sur le niveau numérique de la personne et d'ensuite proposer un accompagnement adapté pour chacun. Alors, au niveau des points forts, comme je l'ai déjà un peu introduit, c'est clairement le fait qu'on s'est rendu compte que le fait d'être nomade, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, clairement, au niveau de nos locaux, on a diminué l'espace de travail d'à peu près 100 mètres carrés, ce qui est quand même énorme. On a repensé tout l'environnement de travail, on a changé les pièces, on a déménagé pour que toutes les pièces soient utilisées et accessibles aux stagiaires et à l'équipe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet une adaptabilité par rapport à des problématiques rencontrées par les stagiaires et par l'équipe aussi. Donc, problème de garde d'enfants, par exemple, de maladie. On a eu une stagiaire qui avait un problème de dos, mais qui voulait absolument suivre la formation. Et donc, on disait, mais non, t'es en maladie, oui, mais non, j'ai envie de la suivre. Et donc, elle la suivait caméra coupée parce que voilà, elle était couchée, mais elle a suivi la formation. Et donc, comme quoi, la motivation est là. Et un des points forts aussi, c'est vraiment un nouveau challenge pour l'équipe, une mobilisation et de nouveaux projets. Et donc, ça, c'est toujours positif. Moi, je fais la contrepartie. Donc, sur ces aspects positifs, il y a une consommation d'énergie qui a été plus accrue, donc de la fatigue qui a été générée au niveau de l'équipe. On a dû être également créatifs, débrouillards pour dépanner, trouver des solutions par rapport à des problèmes de connexion, des problèmes de bugs, de matériel, et donc que ce soit au centre ou au domicile des stagiaires. Donc, on a mis en place une assistance technique à distance, au mieux et au pire des cas, avec un déplacement au domicile du stagiaire pour
pour que l'accompagnement puisse continuer. Et au niveau des résultats, étonnamment, peu d'abandon. Maintenant, c'est lié au fait aussi qu'au-delà de la formation en visioconférence, il a fallu vraiment déployer une énergie pour être là. Et on parlait tout à l'heure de présence humaine, de chaleur humaine. Je pense, l'équipe a réussi vraiment à intégrer la notion d'encadrement du groupe et du stagiaire malgré le fait qu'on était en distance. Et ça, c'est vraiment j'en suis très fière parce que je trouve que c'est vraiment ce que les stagiaires ont renvoyé tout au long des modules qu'on a pu faire en visioconférence, c'est que malgré tout, il y avait une présence, il y avait de l'encadrement, il y avait un rythme et voilà, au lieu d'être dans le cadre d'Archipel, on était dans leur salon et finalement, ça leur faisait du bien. Et ça nous faisait du bien aussi. Une augmentation claire des compétences numériques des stagiaires. Donc, on part du fait que la fracture numérique est une fatalité. Moi, je suis convaincue du contraire. Je pense que les personnes, à partir du moment où elles ont la possibilité d'avoir accès à un matériel et elles sont encadrées, il y a moyen de la dépasser. C'est pas évident, c'est pas facile, mais en tout cas c'est possible. Une réelle amélioration de la confiance en soi du stagiaire. On a continué énormément à travailler l'image de soi et à les valoriser, et ça a fonctionné, et une claire évolution pédagogique au niveau du centre, et donc on a dû repenser vraiment notre façon de fonctionner, et ça a été bénéfique pour tout le monde, je pense. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous deux également. Et donc, merci de nous avoir démontré l'importance de développer les compétences dites transversales, que ce soit les compétences de communication, les compétences numériques ou les compétences douces, les soft skills, et de nous avoir quand même aussi partagé votre expérience et de nous avoir montré que ce n'est pas toujours facile de développer la pédagogie, d'accompagner les stagiaires, mais au final, on voit que le résultat est là, que la motivation est là et qu'il n'y a pas eu de découragement. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience. Avant de passer la parole à Marie, je me permets peut-être de vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat, puisqu'il n'y aura pas de questions en direct, donc n'hésitez vraiment pas à le faire en cours de route. Ça peut être des questions, ça peut être une réflexion, ou si vous avez envie de partager une expérience, n'hésitez pas à le faire. Merci. Voilà, Marie, c'est à toi. Voilà, bonjour. Donc, je représente le Centre européen du travail. Et donc, je vais vous présenter une initiative que nous avons déjà depuis plusieurs années, un exercice qui permet de travailler les compétences transversales avec les stagiaires. Donc, un tout petit mot sur le CET. Donc, on est un CISP défi. On est également agréé en PMTIC et on a aussi des appels à projets forêt dans le cadre de l'orientation. On a 2 antennes, une à Namur et une à Thoin, et au total 5 filières donc agréées, 2 filières dans le domaine de l'orientation, une à Thoin qui travaille plus spécifiquement à la recherche d'emploi, et une à Namur où on est vraiment dans de l'orientation pure, et 3 filières professionnalisantes, une filière tourisme qu'on décline à Namur et à Thoin, et une filière employé administratif sur Namur. On a plus ou moins une centaine de stagiaires qui sont formés, donc 6 qui sont formés par an, et plus ou moins la moitié sur Namur et sur Thoin. Et sur Namur, puisque c'est sur cette antenne-là que moi je suis et qu'on a développé l'initiative dont je vais vous parler, on est une équipe de plus ou moins 9 personnes, essentiellement des formateurs. Alors, la formation employé administratif, puisque c'est dans ce cadre de cette formation-là qu'on a développé l'initiative. Un tout petit mot, donc c'est une filière forcément professionnalisante, et donc comme dit son nom, l'objectif c'est d'acquérir des compétences techniques et transversales pour le métier administratif, employé administratif, employé d'accueil, employé polyvalent. C'est une filière qui dure 6 mois à temps plein, tous les jours de 9 à 16 heures, qui comprend un stage de 5 à 6 semaines en entreprise.
et différents modules qui permettent d'acquérir les compétences liées au métier, donc de l'informatique, puisque les stagiaires vont apprendre toute la suite Office, de la dactylographie, des techniques de secrétariat, donc, qui comportent de la rédaction, du classement, de la communication accueil, de la remise à niveau en français, de la communication professionnelle, évidemment tout le travail sur le projet professionnel et la recherche de stage, l'initiation à la comptabilité, et puis comme dans la plupart des 6, un conseil coopératif et des modules de vie sociale. Donc tous ces cours sont vraiment par module et donnés par différents formateurs. Les stagiaires sont évalués régulièrement dans chaque module de cours. Et donc termine la formation par un stage professionnalisant en entreprise. Alors l'initiative dont je vais vous parler, on l'a appelée mise en situation. C'est une initiative qui se déroule plus ou moins 2 à 3 semaines avant la fin de la formation, donc avant le démarrage du stage, et qui est préparée lors de 2 demi-journées, j'y reviendrai, une fois en conseil coopératif et une fois plus spécifiquement dans le module d'informatique. C'est une journée qu'on peut appeler une journée de jeu de rôle, en fait. Donc concrètement, le groupe est divisé en 2 équipes. Donc quand on a en général au maximum 12 stagiaires, donc ça fait 2 équipes de 6 qui sont chacune localisées alors dans un local informatique. L'idée n'est pas de faire des concurrences entre 2 équipes, on a simplement choisi de diviser le groupe en 2 pour avoir une situation plus proche de la réalité, puisque chaque équipe sera une équipe administrative d'une société fictive de fourniture de bureaux. Et donc, il était plus plausible d'avoir une équipe de 5-6 personnes administratives qu'une douzaine. Donc, chaque équipe va vivre la même chose et donc nous, on va gérer les 2 équipes en même temps. Le principe, c'est que l'équipe de formateurs va donc jouer des rôles. Les stagiaires reçoivent un organigramme au début de la journée, donc ils peuvent situer le formateur et donc il garde son nom, mais qui joue un rôle et donc il le situe dans l'organigramme. Donc il peut être commercial, ça peut être la direction, ça peut être la GRH. Mais il va aussi jouer des rôles extérieurs puisqu'à certains moments, ce sont des clients qui vont intervenir par téléphone. Donc voilà, l'idée c'est que l'équipe va jouer différents rôles pour pouvoir donner des tâches finalement aux stagiaires. Et donc les tâches qu'ils vont devoir réaliser, ils peuvent les avoir par mail, par téléphone et aussi de visu. Et ils vont devoir gérer de manière autonome ces différentes tâches sur la journée. Donc, le principe, c'est qu'ils ont des tâches, l'activité dure de 9h à 14h, où ils reçoivent différentes tâches pendant tout ce laps de temps. De 14h à 15h, on leur laisse le temps de finaliser. Donc, on arrête les tâches, ce qui veut dire qu'ils peuvent être un peu sans stress. Et puis, à 15h, on débriefe la journée. Alors, ils reçoivent tout type de tâches. Ils vont avoir des coups de fil où on va avoir des clients qui vont leur faire des commandes de fournitures, ils vont devoir vérifier le stock, ils vont devoir prendre la commande par téléphone, éventuellement gérer une situation où il n'y a peut-être plus ce que le client demande jusqu'à réaliser la facture, envoyer la facture au client. Ils vont devoir réaliser différents courriers, des courriers de promotion par exemple, et faire un public postage avec ce courrier. Ils vont devoir mettre en page des documents, réaliser un diaporama pour la direction qui doit présenter son entreprise, chercher un itinéraire de voyage pour la direction qui part quelques jours en séminaire et qui va aussi du coup en profiter pour un peu visiter la région, donc aussi créer un petit dossier. Voilà, donc différentes tâches qui vont faire appel à un certain nombre de compétences techniques et transversales. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cet exercice? En fait, on est parti de plusieurs constats, on avait une certaine insatisfaction et donc la première, c'est que les stagiaires ayant différents modules de cours, ils ont du mal à appliquer les acquis de manière transversale. Et donc, ils ont tendance à compartimenter. Je suis en informatique, donc je fais attention à mettre en page mon document, mais je ne regarde plus mon orthographe. Je suis en français, inversement. Enfin, voilà. Donc, ils avaient un peu du mal à utiliser finalement tous les acquis dans la réalisation d'une tâche et de manière transversale.
Le deuxième constat, c'est que les exercices qu'on fait en classe ne permettent pas toujours de se mettre en situation de travail. Et donc, ils ne sont pas toujours pris au sérieux par les stagiaires. Je pense à l'accueil téléphonique. Mais quand on travaille l'accueil téléphonique, même si on fait des jeux de rôle, oui, j'ai oublié de prendre le numéro de téléphone de la personne, mais bon, c'est un jeu. Si j'étais dans la situation réelle, ça ne se passerait pas comme ça, je n'oublierais pas. Et donc, voilà, on prend ça un petit peu à la légère. Même chose quand on envoie des mails, on ne met pas forcément la signature, on ne met pas forcément un objet, mais voilà, on est dans une situation d'exercice, donc voilà, ça ne se passera pas dans un autre contexte. Donc, voilà, ça c'est un deuxième constat. Le troisième, c'est que le travail sur la gestion du temps et la priorisation des tâches était aussi difficile à intégrer et à évaluer dans des exercices séparés. On pouvait leur donner un timing pour réaliser un exercice, mais là, on travaillait uniquement la gestion du temps. Mais cette notion de priorisation, il faut être sollicité par différentes choses pour pouvoir le travailler. Et alors, le dernier élément aussi, c'est que les exercices de nouveau aussi compartimentés ne permettaient pas d'exercer l'autonomie, et notamment par rapport à la boîte à outils, puisqu'on part du principe que dans toute la formation, ils vont apprendre différents outils, ils vont se créer une boîte à outils, et puis dans le travail, il va falloir piocher dans cette boîte à outils en fonction de ce qu'on doit faire comme tâche et de la manière la plus optimale possible. Et donc, quand ils sont dans un cours d'Excel, si on leur demande de faire un tableau, ils savent qu'ils vont devoir utiliser le logiciel Excel. Donc, c'est déjà très orienté. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était aussi qu'ils s'exercent à utiliser cette boîte à outils de manière autonome. Donc, ça, ce sont les constats qui nous ont amenés à mettre en place cette mise en situation. Et voilà, donc les compétences transversales, j'ai envie de dire un panel, parce qu'il y en a sûrement plein d'autres, mais donc celles en tout cas qui me sont venues le plus vite à l'esprit, les compétences transversales qu'on travaille dans cette journée. Alors, il y a toute la notion de prendre sa place dans une équipe de travail et de travailler en équipe, élément aussi qu'on ne pouvait pas travailler dans des exercices individuels, puisque les stagiaires vont être vraiment une équipe de travail. Donc, la tâche qu'ils vont recevoir, ils ne vont pas chacun devoir la faire. C'est l'équipe qui va devoir la réaliser. Et donc, ils vont devoir effectivement à la fois être attentifs à leurs objectifs personnels. Je suis sur ma tâche, il faut quand même que j'arrive au bout. Mais en même temps, j'ai un collègue qui va peut-être avoir besoin de moi ou qui me demande son avis sur la réalisation d'une autre tâche. Donc, cette gestion de travail en équipe et en même temps travail personnel. Alors, ils vont devoir mettre en place une méthode de travail pour se répartir justement les tâches, puisque nous, on envoie les tâches à différentes personnes, mais ce ne sont pas forcément les personnes qui reçoivent les tâches qui doivent les réaliser. Donc, ils vont devoir réfléchir, voilà, est-ce que je répartis en fonction des compétences, en fonction de mon intérêt, en fonction peut-être du temps que j'ai encore. Donc, ils vont devoir réfléchir ensemble à mettre en place cette méthode de travail. C'est notamment ces éléments-là qu'on travaille dans le conseil coopératif qui précède la mise en situation, puisque je vais faire avec eux un exercice plutôt ludique, mais qui est un exercice de travail en équipe. Et donc, c'est vraiment pour mettre en évidence le fait que c'est important d'avoir une méthode de travail, que c'est important de gérer son temps, qu'il faut aussi, en général, quelqu'un dans l'équipe qui prend un peu un rôle d'organisateur ou voire leader. Donc, on met en évidence ces éléments-là lors du conseil coopératif pour leur apporter déjà cette réflexion pour qu'ils puissent l'avoir lors de la journée de la mise en situation. Alors, il y a toute la notion de consigne, évidemment, lire, comprendre les consignes, saisir la portée des consignes avant d'entamer la tâche et anticiper le développement d'une tâche. Ça, c'est vraiment important parce que ça aussi, on essaie vraiment de leur faire développer ça ce jour-là. Parce qu'on se rend compte que parfois, voilà, on m'a demandé une tâche et j'exécute la tâche, mais je ne me pose pas forcément la question de à quoi ça va servir. Or, on parlait tout à l'heure des compétences qui sont attendues par les employeurs. Je pense vraiment que l'employeur, il attend une personne qui fait partie d'une structure, fait partie de la culture d'entreprise et a pris sa place dans cette entreprise. Et donc, c'est que ce qu'il va réaliser comme tâche va être à un moment donné un maillon d'autre chose. Donc, on essaie qu'ils ne soient pas des simples exécutants. Et donc, un exemple concret, on leur donne une tâche où, en fait, on leur donne la liste des congés du personnel, simplement des noms avec des dates, en disant, ben voilà, le personnel prend ces congés-là cet été.
on aimerait bien que vous fassiez, alors on leur demande de faire quelque chose qui nous permettra d'avoir une visibilité logique sur ces congés, mais on ne leur donne pas beaucoup plus d'éléments. Et donc, face à ça, ils vont devoir réfléchir, nous poser des questions parce qu'ils sont libres de nous interpeller comme dans la vie professionnelle où je n'ai pas vraiment compris ce qu'on me demandait, je retourne vers la personne qui m'a donné la tâche. Donc, on va déjà voir aussi s'ils prennent ces initiatives-là, d'aller poser des questions, de vérifier la consigne, et puis aussi réfléchir à quoi ça va servir, qu'est-ce qui est le plus judicieux. Et donc, dans ma boîte à outils, de nouveau, qu'est-ce que je vais chercher? Un jour, j'ai un groupe qui m'a simplement fait un tableau sur Word. Après, en retour, on a dit, ça ne m'a rien apporté, moi, ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire après dans mon quotidien? Par contre, si il utilise Outlook ou il utilise Excel pour faire un planning de congé où on voit avec différentes couleurs, où on voit à quel moment qui est là dans l'institution, forcément, c'est beaucoup plus utile. Donc, c'est vraiment cette réflexion sur à quoi va servir en fait ce qu'on me demande. Et donc, je vais chercher dans ma boîte à outils ce qui est nécessaire. Alors, il y a toute la gestion du temps, la hiérarchisation des priorités, puisque dans les tâches qu'on va leur donner, certaines n'auront pas de timing, comme dans la vie réelle, et puis d'autres, ce sera à faire dans une demi-heure, dans une heure, pour 11 heures. Et donc ça, on les perturbe à différents moments. On voit aussi comment ils gèrent leur temps, comment ils gèrent les priorités et comment ils gèrent aussi le stress que parfois ça occasionne, puisqu'à certains moments, on leur met un petit coup de stress en demandant une tâche pour une demi-heure après, une heure après. Et c'est aussi toute la gestion effectivement des distracteurs comme dans la vie réelle, ce fichu téléphone qui n'arrête pas de sonner alors que je suis en train de faire quelque chose et que j'aimerais bien pouvoir le terminer, voilà, un client qui prend une plombe à faire sa commande, un qui téléphone et qui n'a absolument il me demande des chaussettes alors que nous on vend des fournitures de bureau. Et donc c'est à la fois de nouveau les amener évidemment à développer des compétences techniques professionnelles, comment je gère la communication avec quelqu'un, comment à un moment donné, je clôt gentiment la conversation, mais en même temps, effectivement aussi, comment je gère tout ce stress que ça peut apporter, ces distracteurs qui m'empêchent de terminer ce que je voulais faire. Alors, de manière générale, voilà, s'adapter au contexte de travail, prendre des initiatives, j'en ai parlé, c'est vraiment cette notion de poser des questions, d'essayer de comprendre à quoi ça va servir, et aussi, voilà, prendre des initiatives dans la réalisation de la tâche. On a parfois de belles surprises sur les compétences techniques qu'ils peuvent développer, et on ne pensait pas qu'ils iraient chercher des choses dans leur boîte à outils. Et puis, tout l'aspect communication, puisqu'effectivement, ils vont devoir communiquer à différentes personnes dans la journée. À certains moments, dans le jeu de rôle, ils sont face à une hiérarchie. À d'autres moments, ils sont face à des clients. Ils sont en communication avec leurs collègues. Donc, ils doivent adapter leur communication orale, mais aussi écrite, puisqu'on fait aussi pas mal d'allers-retours dans les mails. Et donc, c'est là aussi qu'on voit comment ils peuvent s'adapter, ne pas oublier de signer leur mail, d'être correct, etc. On voit aussi évidemment, au-delà des compétences transversales, c'est aussi un exercice évidemment qui met en place toutes les compétences techniques, évidemment, mais alors la propre au métier. Et donc voilà, là j'en ai déjà parlé, c'est tout l'accueil téléphonique, suivi de l'appel, la gestion du courrier entrant en sortant, tout le travail de rédaction, puisqu'ils doivent rédiger beaucoup de documents et les mettre en forme. On va aussi travailler dans la préparation, donc je vous ai dit on préparait dans le conseil coopératif, mais on prenait aussi une demi-journée dans le module informatique de préparation de la journée, et là on va aussi les amener à réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent déjà préparer comme document pour que cette journée se passe mieux. En fait, c'est vrai qu'on arrive rarement dans une société où il faut tout créer, donc ils ont une demi-journée au préalable pour créer des préimprimés, des procédures de travail, notamment des carnets de notes pour les appels téléphoniques, un papier à lettres, une signature de mail, tout ça ils préparent avant. Ils sont encadrés, mais on ne le fait pas à leur place. Donc vraiment, on suscite simplement les questions chez eux en leur disant qu'est-ce qui sera important. Mais déjà là, en fait, dans la préparation, ils travaillent déjà en sous-groupe. Le formateur est juste là, je vais dire un peu pour voir qu'ils partent sur la bonne voie, mais il les laisse vraiment réfléchir. En fin de journée, donc on se retrouve et on fait un débriefing de toute cette journée-là. En général,
Ça a occasionné pas mal de stress. Pourtant, on essaye, nous, d'être assez léger. On s'amuse beaucoup, hein, parce que dans les jeux de rôle, voilà, les formateurs s'amusent beaucoup. Mais bon, malgré le fait qu'on essaie que ce soit quand même léger, ça occasionne pas mal de stress. Mais souvent, effectivement, le retour, c'est que ça les met quand même en confiance par rapport à l'aspect technique, parce qu'ils voient quand même qu'ils peuvent vraiment réaliser beaucoup de choses. On met vraiment, évidemment, en avant tout ce qui a été positif et ce qui est à améliorer, mais ça les met dans une situation aussi, alors on est bientôt au stage. 2 semaines après, on part en stage, et donc ils apprécient aussi le fait d'être dans une situation qui se rapproche de ce qu'ils vont vivre. Et donc, dans le débriefing, on fait un débriefing technique, mais pas tellement approfondi, parce qu'en fait, chaque formateur va reprendre dans son cours l'exercice et va voir s'il n'y a pas une petite remédiation à faire, justement en fonction des résultats qu'il a pu recevoir. Et on va vraiment plutôt faire un débriefing sur le vécu de l'activité, sur effectivement ce qui doivent être, à quoi ils doivent être un peu plus attentifs. Donc, on va plutôt reconseiller. Souvent, en fait, ce sont des choses qu'on a déjà dites dans chaque module de cours, mais là, ça va permettre de synthétiser tout ce qui est important en termes alors de compétences transversales, et vraiment de leur faire le lien chaque fois avec l'emploi, ce qui sera attendu par les employeurs. Et c'est vrai que, voilà, on prend l'exemple que je prenais tout à l'heure de l'accueil téléphonique. Ils disent, oui, effectivement, j'ai décroché le téléphone, j'ai oublié de demander le numéro, j'ai pas su rappeler la personne. Et donc, ce qu'on disait en riant et au cours, non, ça n'arrivera pas. Si, c'est arrivé dans la mise en situation. Et donc, on leur dit, ça pourrait arriver aussi sur le lieu de stage et de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil pour ne pas oublier de prendre le numéro de téléphone, par exemple. Voilà, ce genre d'éléments. Voilà, donc c'est un exercice qu'on fait vraiment depuis plusieurs années. Alors, on l'a, pour faire un peu le lien avec les intervenants précédents, on l'a adapté à cette période de travail à distance, et donc on l'a fait en visio. Mais voilà, on n'était pas vraiment satisfait, on ne l'a fait qu'une fois, donc il faudrait pouvoir retester. Mais c'est vrai que ça apporte beaucoup moins de choses dans l'aspect de travail en équipe. On les a quand même mis en sous-groupe, hein, grâce à Zoom, on pouvait faire des sous-groupes, mais ce n'est pas la même chose puisqu'ils travaillent chacun de chez eux. Donc ça avait un peu ses limites. Donc il faudrait recréer un outil un peu différent si on devait être exclusivement en distance. Mais donc idéalement, c'est mieux en présentiel. Voilà. Merci Marie pour cette présentation et de nous avoir montré, développé l'intérêt de cette démarche un peu originale et innovante de mise en situation, et de nous avoir aussi explicité quelque part la complexité pour accueillir des compétences transversales, et aussi de les articuler entre elles et avec les compétences techniques. Je pense que cette expérience pourra inspirer d'autres centres.